Wendy, you left the jumper around my place. Wendy, how much have you told him? Il dit pas Peter Pan là. Ah ok. Cette vidéo est réalisée en partenariat avec Oli. Je vous en parle dans un instant. De toutes les fois où j'ai rematé Across the Spider-Verse, j'ai toujours cru qu'il y avait un problème dans les sous-titres au moment où Obi appelait Miles Peter Pan. Et j'avais jamais fait le rapprochement avec le surnom qu'il donne à Gwen jusqu'à ce que je regarde la vidéo de Datman qui établit le lien entre la romance impossible de Wendy et Peter Pan avec celle de Gwen et Miles qui risque aussi de tourner au vinaigre. Allez voir sa vidéo, puis regardez toute sa chaîne, il fait de l'analyse de qualité et c'est pas la première fois qu'on en parle, on se renvoie un petit peu la balle d'ailleurs avec Datman. Au passage, si tu vois ça, merci beaucoup, tu m'as donné un sujet, t'as ouvert une porte, je pense qu'on peut aller plus loin donc je vais m'y engouffrer. Si vous êtes ici maintenant, alors vous pensez sûrement comme moi que Spider-Man Across the Spider-Verse n'est pas un simple dessin animé pour enfants mais une œuvre complexe. Les auteurs ont réfléchi les moindres détails et c'est certainement pas par hasard si un personnage aussi important que Obi, qui passe que 5 minutes à l'écran, compare nos deux protagonistes aux deux personnages principaux d'un conte de fées aussi archétypal que Peter Pan. Quel serait donc le sens caché de cette analogie? La réplique est là, elle est prononcée par l'acteur pendant l'enregistrement, choisie parmi plusieurs prises lors du montage, mixée, sous-titrée, elle nous nargue avec son mystère et elle attend juste d'être percée à jour. Si cette comparaison n'est pas une coïncidence, ça nous laisse deux possibilités. Première possibilité. Les scénaristes ou le comédien ou quel que soit l'auteur de cette idée s'est dit que Gwen et Miles lui faisaient penser à Wendy et Peter Pan, qu'un lien existait à ses yeux. Deuxième possibilité. L'auteur de l'idée s'est dit que Obi lui-même voyait Gwen et Miles comme une version de Wendy et Peter Pan. Il faut donc explorer le point de vue de Obi, qui n'a pas toutes les informations et qui voit le monde sous son propre filtre, ainsi que le point de vue de l'auteur omniscient, qui connaît tous les détails du récit, tous les points de vue et peut-être même les informations que le film ne donne pas aux spectateurs, comme par exemple la suite de l'histoire ou la vie cachée des personnages. Commençons par Obi. Obi Brown, Spider-Punk, anarchiste amical qui mène une lutte contre les fachos en utilisant sa guitare comme arme principale. D'après ce qu'on sait de lui, il y a deux choses qui sont importantes à ses yeux: combattre les fascistes et faire de l'art. Il fait tout pour démotiver Miles de rejoindre la Spider Society, cette organisation gigantesque menée par un autocrate narcissique et automythologique, qui a pour but d'empêcher les Spider People de sortir du narratif qui leur est imposé pour que tout le monde reste des copies conformes. Les anomalies sont emprisonnées et déportées, tout le monde est sous surveillance renforcée. Si je vous demande comment Obi voit la Spider Society, vous me répondez: voilà, une bande de fachos. Mais alors pourquoi il est là? C'est vrai ça, pourquoi il est là? Why are you here? Look out for my drummers, oh? Bon, ce qu'il dit pas, c'est qu'il est quand même là pour surveiller les fachos et leur piquer leur technologie parce qu'il se prépare pour l'inévitable révolution tout en plantant les graines, mais en attendant, il se réfère à son allié Gwen par leur relation à l'art. Face à la froideur calculatrice et contrôle fric du dictateur, Obi se fie à ceux qui utilisent leur instinct d'artiste quand ils sont au cœur de la tension. Là, plus loin, tension. Pas la tension. Il se fie à ceux qui utilisent leur intuition artistique quand la situation est tendue. Obi utilise sa guitare pour briser les barrières, alors forcément il a dû capter que Gwen se fiait au rythme de sa batterie pour gérer les opérations tendues, et un bon batteur, c'est la base pour donner le rythme à un groupe de musique. Ou de révolutionnaire, parce que ça va ensemble pour Obi. C'est sûrement pour ça qu'il lui file le bracelet qu'il a fabriqué à partir d'éléments volés. Sur les dernières images, il n'en porte pas lui-même, il a donc sûrement pu n'en fabriquer qu'un seul qu'il a délibérément mis entre les mains de Gwen pour lui donner le lead. Il décide de la suivre elle, de suivre le rythme de sa batteuse, mais il ne la lui donne pas en main propre. Non. Il la confie à son père. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'elle doit parler à son père. Pourquoi? Parce qu'elle l'évite depuis trop longtemps, raison pour laquelle elle passe pas mal de temps avec Obi dans sa dimension à lui. Et il sait qu'une des raisons pour laquelle elle évite de retourner voir son père, c'est parce qu'elle a appris le fonctionnement du canon en rejoignant la Spider Society et que son père, étant capitaine de police, a de fortes chances de mourir et qu'elle n'a pas le droit d'empêcher ça d'arriver parce qu'elle risquerait de détruire son univers. Elle veut faire les choses de la bonne façon, en suivant les règles, comme son père lui a appris. Au-delà du canon, la première raison pour laquelle elle était partie de son univers, c'est parce qu'elle n'arrivait plus à être comprise par son père. Il n'avait pas réussi à accepter son identité et elle s'était vue obligée de fuir faute de pouvoir réparer leur relation. Donc, retourner le voir, c'est une perspective effrayante pour elle, que ce soit à cause du canon ou à cause de leur incompréhension mutuelle. Mais Obi, lui, il suit son intuition. Et voir sa batteuse suivre les règles comme ça et réprimer son intuition, j'imagine que ça le turlupine. Il la regarde suivre les ordres, jouer aux petits soldats dans cette organisation massive et douteuse, il voit bien qu'elle veut juste prouver sa valeur, qu'elle joue les adultes alors qu'elle n'a que 16 ans. Mais surtout, elle joue les adultes en s'échappant de sa propre réalité. Elle s'évade du monde dans lequel elle devra affronter ses réelles responsabilités, où elle devra confronter son père, tout ça pour s'aventurer dans un monde fantaisiste où tout semble possible. C'est un monde qu'elle comprend mieux que sa propre réalité parce que l'aventure, elle connaît. Être entourée d'individus au super pouvoir, il y a une dimension magique qui lui ressemble et elle espère se sentir plus à la maison que chez elle. Pourtant, les super pouvoirs, c'est pas la réalité. Le monde réel, c'est celui qu'elle a laissé derrière, mais elle préfère l'oublier un instant. Elle joue les adultes tout en restant dans le confort d'un monde imaginaire. Un monde où elle espère d'ailleurs pouvoir revoir ce garçon qui n'a pas encore grandi, celui qu'elle voit dans son imagination mais qui n'existe pas dans sa réalité. Peter Pan. Miles. Ok, Obi ne sait probablement pas tout ça, il a beau passer du temps avec elle, il est peut-être pas parti aussi loin dans la psychanalyse, mais il sait qu'elle s'est échappée de sa réalité, qu'elle veut pas y retourner et qu'elle joue les adultes. Et ça suffit peut-être à lui rappeler Wendy. Wendy, c'est celle qui joue le rôle d'une maman pour les garçons perdus.
is the most wonderful person in the world. C'est celle qui quitte d'abord sa réalité, par peur de grandir peut-être, pour s'aventurer au pays imaginaire aux côtés de Peter Pan. Mais même si elle part à l'aventure pour suivre ce fantasme de ne jamais grandir, elle joue l'adulte, même quand elle est entourée de pirates et de sirènes. Puis c'est aussi celle qui, au bout du compte, devra rentrer chez elle, embrasser ses responsabilités, grandir. Quitter le pays imaginaire, même si ça lui fait peur ou que ça la rend triste, c'est l'essence de son archétype de grandir à la fin de l'histoire. Contrairement à Peter Pan qui refuse de grandir, qui n'en voit pas l'intérêt. Ready to grow up. And I'm trying to be good too. Donc Gwen, Wendy, Gwendy. Ok, on a relié un bout. Comment on en arrive à Miles en tant que Peter Pan? Toujours dans le point de vue de Obi, bien sûr. Miles, c'est le garçon dont lui a parlé Gwen. Le garçon qu'il n'a jamais rencontré, qui n'existe que dans un autre univers. Is this the younger from 1610? Déjà, s'il appelle Gwen Gwendy, forcément Miles devient Peter Pan. Mais il ne l'appelle pas Peter Pan dès qu'il le rencontre, il l'appelle Peter Pan une fois que Miles s'oppose aux conventions du canon. Une fois qu'il refuse l'idéologie de Miguel, cette notion de sacrifice qui semble s'imposer à tous les autres Spider-People s'ils veulent être dignes du masque. Spider-Man a toujours été une histoire de passage à l'âge adulte, avec la notion de pouvoir qui implique les responsabilités. Si on n'embrasse pas ses responsabilités, on reste un enfant. Et pour Miguel, embrasser ses responsabilités, c'est accepter de faire des sacrifices. Mais si être adulte signifie sacrifier ses parents, Miles préfère ne pas grandir. Quand tout le monde lui ordonne de grandir, de se fondre dans les rangs, Miles ne se plie absolument pas. Et comme c'est le premier à tenir tête face au capitaine au crochet acéré, face au tyran qui a les dents pointues, peut-être que Obi voit à ce moment en Miles une figure de Peter Pan. Maintenant, pour être totalement honnête, tout ça paraît bien bancal. Déjà, Gwen se surnomme elle-même Gwanda dans le premier film et c'est le surnom qu'utilise Miles pour la présenter à ses parents. Gwendy, c'est pas très différent. Obi a sûrement sorti ça comme ça et c'est resté. Puis je vais me tirer une balle dans le pied, mais peut-être que le lien entre Gwendy et Peter Pan n'existe même pas. Peut-être que Obi fait juste un jeu de mots. Plutôt, il remplace le mot clue par Scooby-Doo. Clue pour indice dans l'expression I have no clue et Scooby-Doo parce que ça rime avec clue. C'est le principe du Cockney rhyming slang ou l'argot rimé. Alors, normalement, c'est encore pire parce que le mot est remplacé par une expression qui rime avec le mot, puis la fin de l'expression est retirée. Comme ça rime plus du tout et ça n'a plus aucun sens. Voilà, bah, nous, on a le verlan, eux, ils ont chacun son truc incompréhensible. C'est en partie pour ça que Miles ne comprend rien à ce que Obi dit. Obi dit. Dans le cas de Scooby-Doo, on avait de la chance parce qu'ils ont gardé l'expression entière, donc ça rime encore avec Clue. En plus, thématiquement, c'est lié, parce que Scooby-Doo, il mène des enquêtes, donc il cherche des indices. Pourquoi cette parenthèse sur l'argot rimé? Parce que Peter Pan, ça rime avec quelque chose. Je vous laisse deviner. Faut le dire en anglais. Peter Pan. Mais si, c'est dans le titre. Donc, Peter Pan rime avec Spider-Man. Tout le contenu de cette vidéo est un bullshit sans nom. Vous pouvez jeter tout ce que j'ai dit à la poubelle. Gwendy, c'est juste un surnom. Et Obi parle en argot rimé, donc il a remplacé Spider-Man par Peter Pan. Voilà, merci d'avoir regardé, abonnez-vous, et on peut choisir de croire que cette analogie entre Miles et Peter Pan n'a aucun sens, et pour être honnête, rien de ce que je dirai ensuite ne viendra démontrer le contraire. Mais si on se penche sur le point de vue des auteurs, et qu'on superpose le récit de Peter Pan avec le parcours des personnages, on peut pousser un peu plus loin notre compréhension du message du film. C'est pourquoi je vous propose maintenant qu'on a vu le point de vue de Obi de dézoomer un peu. Non, trop loin. Résumé pour voir. Oh. Bon bah tant qu'on est là. Oli, c'est pas un ordre, c'est le partenaire de cette vidéo, c'est une marque de boissons au goût fruité et sans sucre. Et ils ont plusieurs gammes, les boissons énergisantes, les iced tea et les boissons hydratantes. Les boissons hydratantes c'est parfait pour avant, pendant ou après une séance de sport, ça rend l'hydratation plus efficace, ça contient des électrolytes comme le potassium, le magnésium et le zinc, ainsi que des vitamines B6, B12. Là par exemple en goût j'ai pêche, fraise kiwi et pamplemousse. L'iced tea c'est assez bluffant, le goût du thé mélangé avec les goûts de fruits hyper convaincants, c'est rond en bouche, c'est hyper agréable. Et il y a de la vitamine C, donc voilà c'est cadeau. Et mon petit favori bien sûr, les boissons énergisantes, surtout la Raspberry Raptor qui a un goût de framboise, mon gars. Oh mais oui, donnez-moi. Et la New Caf qui est rajoutée à la caféine naturelle qui en fait se libère plus lentement dans l'organisme et qui permet un effet boostant sur plusieurs heures, donc c'est impeccable pour la concentration, pour avant une soirée ou un tournage par exemple. Et en plus de ça, alors niveau vitamines, on a vitamine C, D3, B2, B3, B5, B6, B12. Et en nootrope, je vous laisse regarder sur internet. Tout ça sans sucre, donc très faible en calories. Et en plus, on réduit les déchets parce que ça, c'est 50 canettes qui n'ont pas besoin d'être recyclées. Que vous vouliez essayer un starter pack ou refaire vos stocks, bien sûr, vous avez accès à des codes promo. Erwan5 pour 5 € offerts sur votre première commande et Erwan pour 10% sur toutes les autres commandes. Les liens sont dans la description. Merci encore à Oli de me régaler comme ça et merci à vous parce que chaque commande que vous faites soutient cette chaîne. Considérons maintenant le point de vue des auteurs. Si Spider-Man a toujours été une histoire de passage à l'âge adulte, Peter Pan est l'histoire d'un garçon qui ne grandit jamais et cet archétype
archétype vient sous différentes teintes. On peut le voir comme un démon de l'infantilité, celui qui refuse de grandir. On parle du syndrome de Peter Pan quand un adulte n'a jamais embrassé ses responsabilités et est resté immature. C'est celui qui veut rester dans un monde de fantaisie, qui cède à ses propres caprices, qui se laisse guider par ses émotions plutôt que son sens du devoir. Ou alors, on peut le voir comme l'âme d'enfant qui ne périt jamais, même chez l'adulte. Dans le film Hook, Robin Williams incarne un Peter Pan qui a grandi et qui a complètement oublié le pays imaginaire. Il doit alors réapprendre à écouter son âme d'enfant pour ne pas passer à côté de sa vie de père de famille. Si on revient à Across the Spider-Verse, on a un Miguel qui relie la notion de responsabilité à celle de sacrifice, qui pousse les autres à rester stoïques devant les épreuves les plus douloureuses. Il a fait l'erreur de céder à son propre caprice dans le passé, ce qui lui a appris à ne plus jamais se laisser aller, préférant devenir un robot sans cœur pour le bien commun. C'est donc celui qui pense être plus adulte que tous les autres. C'est la morale de la maturité Spider-Man portée à son extrême. Et bien sûr, du haut de son piédestal, il juge ceux qui ne sont pas assez adultes à son goût. De l'autre côté, on a Miles qui refuse les règles du jeu, qui refuse la notion de sacrifice. Il préfère suivre son intuition, ce que certains relègueraient au même niveau que se laisser mener par ses émotions. C'est d'ailleurs un des plus gros reproches que Miguel fait à Miles. En plus d'être une anomalie, ce dernier n'est qu'un gamin. Ce à quoi Miles répond « Je fais ce que je veux !» avant de sauter dans le vide. Comme dit Gwen à la fin, Miles nous apprend une chose. Et si vous y croyez pas, dites-vous que Miles a réussi à traîner une horde de plus de 200 Spider-People en direction de la Lune. Prochain arrêt, deuxième étoile à droite, tout droit jusqu'au matin. Pourtant, Miles n'est pas un Peter Pan qui refuse de grandir, il veut justement être considéré comme un adulte. Mais cette figure du garçon qui refuse les conventions, qui refuse le destin tragique imposé à tous ceux qui ont porté le masque avant lui, qui refuse de fermer la porte aux possibilités que lui offre son imagination, c'est ce garçon-là qui nous inspire. C'est ce héros qui nous appelle à pas sombrer dans le cynisme, à pas être défaitiste. Et ça marche sur Gwen. Do you know for certain what happens if he breaks the canon? Grâce à cet exemple, elle finit par écouter son intuition que ses mentors lui avaient appris à taire. Son intuition qui hurle en elle que tout ça est trop tordu. Miles n'incarne pas l'immaturité, il incarne l'idéalisme. Face à un choix auquel personne n'a pu échapper, il suggère qu'il y a peut-être un autre moyen. C'est comme si on lui faisait passer le test du dilemme du tramway et qu'au lieu de se contenter du levier qui contrôle l'embranchement pour choisir qui va mourir, lui il se mettait en tête d'arrêter le train avant que personne soit blessé. Le truc c'est que le film ne nous donne pas de conclusion là-dessus. Est-ce qu'il va arriver à arrêter le tramway? Ce qui signifie que le film ne commente pas son idéalisme pour l'instant. Il est représenté comme une figure héroïque et il y avait besoin d'un Peter Pan pour inspirer un peu d'optimisme chez ceux qui avaient abandonné tout espoir. Mais est-ce qu'il restera idéaliste jusqu'au bout et est-ce que ça suffira? En tout cas, l'absence de conclusion sur la philosophie qu'incarne Miles enfonce encore plus le clou de l'analogie avec Peter Pan. Miles est un personnage qui ne passe pas par une transformation. Là où Wendy revient de son voyage transformé, Peter Pan reste une constante et refuse de changer. Wendy revient dans sa réalité pour continuer de grandir, mais Peter Pan reste à Neverland, qui signifie n'atterrit jamais. Peter Pan n'atterrit jamais. Miles n'est pas encore revenu de son voyage, physiquement parce qu'il est dans une autre dimension et moralement parce qu'il n'a pas encore eu sa résolution. Gwen, qui était partie au pays imaginaire en pensant jouer les adultes, réalise que tout ce dont elle avait besoin c'était d'écouter son intuition, de reprendre confiance en elle. Depuis le début, elle se sentait perdue, incapable, elle portait la culpabilité de la mort de son ami Peter Parker. Il lui fallait regagner confiance en elle pour ne plus jouer au petit soldat. Et dès qu'elle agit de la sorte, elle est renvoyée de force dans sa réalité, comme si d'un coup elle avait grandi alors qu'elle pensait tout mettre en œuvre pour grandir depuis le début. Grâce à cette nouvelle force intérieure, cette confiance en elle, elle confronte enfin son père et grâce à cette confrontation, elle reçoit enfin l'approbation qu'elle désirait depuis le début. You're the best thing I've ever done. Je sais plus où j'ai entendu ça, mais quelqu'un a dit « Les films, c'est une pilule pleine de sens, enrobée d'un bonbon d'émotion. » Et cette scène... On retourne alors du côté de Miles pour le voir tenter la même résolution avec ses parents. Lui qui était sur le point de tout avouer à sa mère avant qu'elle accepte de lui faire confiance sans savoir, il va enfin pouvoir être honnête avec sa famille. Mais la révélation tombe à plat. Certes parce qu'on est dans un univers différent, mais thématiquement c'est aussi parce que le besoin n'était pas réellement présent. Gwen n'allait pas annoncer à son père qui elle était, elle devait lui faire comprendre ce que ça signifiait pour elle. C'était pas la révélation qui était importante pour Gwen, c'était le besoin de s'affirmer accompagné d'un désir d'être approuvé. Du côté de Miles, il y a peut-être un désir d'approbation, d'abord au début quand il espère être à la hauteur de la Spider Society, puis j'imagine que quand on lui dit qu'il mérite pas d'être Spider-Man, il espère probablement se rassurer auprès de quelqu'un qui lui dira « Ne laisse personne te dire que tu n'as pas ta place ». Mais au fond, il n'a pas besoin de s'affirmer. Il l'a fait. Et il le fait un poil trop. Et surtout, sa mère lui a rien demandé. Elle a pas refusé qu'il soit Spider-Man, elle lui a déjà accordé sa confiance. Elle accepte de ne pas savoir. Et elle fait le choix difficile que les parents protecteurs ont du mal à faire, elle le laisse prendre son envol. Elle lui impose pas d'avouer tous ses secrets. Quelle que soit la vie qu'il choisit, elle l'accepte et le soutient en espérant qu'il soit assez mûr pour prendre soin de lui. Imaginons un instant comment se serait déroulée la révélation de son identité secrète s'il avait été dans sa dimension d'origine. Oh, come on, what the heck are you doing here? Difficile de savoir comment sa mère aurait réagi. Est-ce qu'elle aurait refusé de le croire? Est-ce qu'elle serait revenue sur sa décision de le laisser prendre son envol? Son père aurait fini par comprendre
comprendre que chaque fois qu'il travaillait avec Spider-Man, il travaillait avec son fils. Tout aurait fait sens et ça n'aurait probablement engendré aucun conflit intéressant ni résolu aucun arc narratif. Donc la réaction de sa mère dans une dimension qui ne connaît pas Spider-Man est encore plus vraie que si c'était sa véritable mère. Spider-Man. La révélation tombe à plat parce qu'elle est inutile. Ce n'est pas ça, la résolution de l'arc de Miles. Là où Miguel a raison, c'est que tous les autres Spider-People ont été frappés d'une tragédie qui était liée à leur responsabilité. Oncle Ben est mort à cause d'un choix de Peter Parker. I missed the part where that's my problem. Alors que Miles a perdu son oncle, mais c'était pas de sa faute, et au lieu de lui apprendre le poids des responsabilités, son oncle lui a juste dit de s'accrocher. Miles ne porte pas la culpabilité qui incombe tous les autres Spider-People. Ce poids de la culpabilité les force d'habitude à rester terre à terre, voire carrément pessimistes, à vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver s'il faisait le mauvais choix. Sans cette culpabilité, Miles vit encore dans une réalité où tout ce qu'il souhaite pourrait bien arriver. Il en oublie presque qu'il a toujours eu de la chance. But you got a nice setup, hein? Nice parents. They're fine. Qu'il est soutenu par des parents aimants qui veulent ce qu'il y a de mieux pour lui, qui n'ont pas de problème financier. We on a floor in Brooklyn. I'm struggling. I don't It know doesn't what matter. talking about. You're all I'll struggling. make up the next week. Qu'il a été doté de pouvoirs extraordinaires qui le rendent capable d'accomplir de grandes choses. Mais comme le dit un de mes youtubeurs préférés, si tout est possible, alors nos pires cauchemars aussi. Miles représente l'idéaliste qui croit fermement qu'on a le contrôle de notre propre destin, et il se réveille dans une réalité plus obscure que celle qu'il avait quittée. Va dire à Miles Morales de la dimension 42 qu'on a le contrôle de son propre destin. Son père est mort, sa mère a des problèmes financiers et personne ne lui a offert des pouvoirs surnaturels pour pouvoir accomplir de grandes choses. D'ailleurs, aucun ange gardien ne veille sur sa ville. There's no Spider-Man here. La conclusion du film nous montre que Miles était aveuglé par son idéalisme, qu'à se jeter la tête la première pour façonner notre destin, on en oublie que la vie ne distribue pas les mêmes cartes à tout le monde. Pourtant, l'idéalisme de Miles a servi à secouer l'arbre du pessimisme. Il ne sert à rien non plus de vivre dans la peur de ce qui pourrait arriver d'inhabituel. Miles a montré aux membres de la Spider Society qu'un brin d'optimisme pouvait peut-être éviter des sacrifices inutiles. You're not gonna be captain? That means... Que les anomalies ne présagent pas nécessairement la fin du monde. La transformation de Gwen nous montre que grandir ne veut pas dire baisser les bras, devenir cynique ou accepter les conventions. La responsabilité qu'implique notre pouvoir n'est pas d'attendre que notre destin se manifeste, il faut tout de même continuer d'agir. Embrasser le sacrifice ne suffit pas. Grandir, c'est accepter de ne pas tout contrôler, sans pour autant abandonner. You want in?